En 1985, la France était la nation la plus numérisée de la planète, un pays où chaque foyer recevait, gratuitement, une fenêtre ouverte sur le futur. Pendant que les Américains apprenaient encore à brancher des modems capricieux, 9 millions de Français tapèrent déjà leur code sur un clavier cliquetant pour consulter leur compte bancaire, réserver un billet de train ou s'échanger des messages anonymes. Le Minitel, c'était la modernité beige sur le buffet du salon, l'objet culte d'une France qui n'avait plus besoin d'attendre le reste du monde. Puis, le logiciel s'est grippé. Une obstination politique, un repli sur soi technologique et l'incapacité de voir que le mur de Berlin numérique était en train de tomber à San Francisco. Le 30 juin 2012, à minuit, le réseau s'est éteint dans un silence d'indifférence. En 2024, les petits terminaux aux écrans de 9 pouces s'entassent dans les déchetteries ou prennent la poussière dans les greniers. Souvenirs encombrants d'un empire qui a cru que sa frontière était l'horizon. C'est l'histoire d'une révolution commencée 10 ans trop tôt, d'un savoir-faire unique sacrifié sur l'autel de l'orgueil d'État, et de la façon dont 25 millions d'utilisateurs ont été conduits dans une impasse technologique alors qu'ils auraient pu diriger le web. Chapitre 1. La honte du téléphone et la naissance de la télématique. Cette histoire commence par une humiliation nationale que la technologie va tenter d'effacer. Nous sommes au début des années 1970. La France de Pompidou est une puissance industrielle, mais elle possède l'un des réseaux téléphoniques les plus archaïques du monde occidental. À l'époque, il faut parfois attendre 6 mois, voire 2 ans, pour obtenir une ligne. La moitié de la France attend le téléphone, l'autre moitié attend la tonalité. S'amuse-t-on cruellement dans les dîners parisiens? En 1974, la France ne compte que 7 millions de lignes, contre 14 millions en Allemagne de l'Ouest ou au Royaume-Uni. Le pays est débranché du progrès. C'est dans ce contexte de rattrapage forcé que surgit un homme de l'ombre, l'architecte de ce qui va devenir l'Empire oublié. Gérard Terry est né le 22 février 1933 à Solesmes. Ingénieur général des télécommunications, il est nommé à la tête de la Direction générale des télécommunications, DGT, en 1974. Sa mission est simple et brutale: équiper la France, coûte que coûte. Terry est un homme de réseau, un polytechnicien qui croit au pouvoir de l'infrastructure d'État. En quelques années, il va superviser le déploiement de millions de kilomètres de câbles de cuivre à travers les campagnes et les cités. Le réseau français devient, en un temps record, l'un des plus modernes et des plus automatisés au monde. Mais Terry voit plus loin que la simple voix. Il comprend que le cuivre peut transporter autre chose que des conversations. Il peut transporter des données. En 1975, il lance le réseau Transpac, fondé sur la commutation par paquet, la norme X.25. C'est l'autoroute invisible sur laquelle va rouler le futur empire. Parallèlement, au CNET, Centre national d'études des télécommunications, à Lannion et à Rennes, des ingénieurs en blouse blanche travaillant sur le vidéotex. Parmi eux, Jean-Paul Maury et Bernard Marty dessinent les protocoles d'affichage de ce qui ne s'appelle pas encore le Minitel. Ils travaillent dans des cathédrales technologiques bretonnes, loin du bruit de Paris, avec la certitude qu'ils sont en train d'inventer une nouvelle manière d'être au monde. Le tournant décisif se joue en 1978. Valéry Giscard d'Estaing, président féru de modernité, commande un rapport à deux hauts fonctionnaires, Simon Nora et Alain Minck. Le texte, intitulé L'informatisation de la société, devient un best-seller immédiat. Il invente un mot qui va faire trembler les puissants: la télématique, fusion de l'informatique et des télécommunications. Le rapport Nora Minck pose un diagnostic prophétique. Si la France ne maîtrise pas ses réseaux de données, elle deviendra une colonie technologique des États-Unis, d'IBM et de Bell. Pour De Gaulle, c'était l'atome et le Concorde. Pour Giscard, ce sera le terminal de données. L'idée de Terry est un coup de génie commercial d'une audace folle. Il réalise que l'annuaire papier, ces bottins de plusieurs kilos distribués chaque année, coûte une fortune à l'État. Il propose de remplacer le papier par un écran. Pour convaincre les Français d'adopter cette machine étrange, il va briser toutes les règles du marché. La DGT donnera le terminal gratuitement. C'est le modèle terminal gratuit, service payant. Une stratégie que la Silicon Valley mettra 30 ans à redécouvrir sous le nom de freemium.
On n'achète pas la machine, on achète le temps qu'on passe dessus. La Bretagne est choisie comme laboratoire de l'Empire. En juillet 1980, à Saint-Malo, on distribue les premiers prototypes. Ce sont des boîtes massives, grises, avec des claviers alphabétiques peu intuitifs. Les Malouins sont les premiers citoyens numériques de l'histoire. Ils consultent l'annuaire électronique, découvrent les premières météos en ligne. Le succès est timide, mais le signal est lancé. Les ingénieurs de Rennes corrigent les défauts, affinent l'ergonomie, adoptent le clavier AZERTY. La fabrication est confiée à des fleurons de l'industrie française de l'époque. Telic, filiale d'Alcatel, à Strasbourg, Matra à Vélizy, TRT et Radiotechnique, groupe Philips, à Suresnes. À cette époque, travailler sur le projet Minitel, c'est appartenir à une aventure souveraine. Dans les usines de la radiotechnique, on ne se contente pas de monter des composants, on assemble le futur de la France. Les cadences s'accélèrent. La logistique est colossale. Il faut distribuer des millions d'appareils, former les techniciens, convaincre les commerçants de créer des services. Le siège de la DGT, rue de Ségur à Paris, ressemble au centre de commandement d'une armée en conquête. Chaque nouveau service ouvert, la Redoute, la SNCF, le Crédit Lyonnais, est une victoire célébrée comme une prise de guerre. L'architecture de l'Empire est celle d'une centralisation parfaite. Tout passe par le réseau Transpac. Tout est contrôlé par l'État. Mais c'est précisément cette structure qui va devenir le cœur de sa force, puis le poison de sa chute. En 1982, le lancement commercial massif commence en Ille-et-Vilaine. On distribue 250 000 terminaux. Le nom Minitel, médium d'information par numérisation de l'information téléphonique, est déposé. La silhouette beige, avec son clavier qui se replie pour protéger l'écran, devient l'icône de la France socialiste de François Mitterrand. Car si Giscard l'a rêvé, c'est la gauche qui va transformer le Minitel en un fait social total. L'année 1983 marque le pic de l'ambition initiale. Les chiffres s'envolent. 120 000 terminaux installés en fin d'année, puis 500 000 en 1984. Le marché est captif, enthousiaste. Les Français découvrent que l'on peut vivre sans sortir de chez soi. On n'appelle plus cela le téléphone, on appelle cela se connecter. Dans les couloirs du pouvoir, on se frotte les mains. La France a réussi son pari. Elle a créé un réseau que les Américains ne savent pas copier. Elle a inventé le commerce en ligne, la banque à distance et les réseaux sociaux avant que ces mots n'existent. Mais debout sur ce sommet de 9 pouces, les dirigeants de la DGT ne voient pas que le monde est en train de basculer vers un protocole ouvert, anarchique et sans frontières, le TCP/IP. Le sommet est atteint, la croissance est exponentielle. Mais les fissures sont déjà là, invisibles sous la coque en plastique ABS beige. Le Minitel est un système fermé, une prison dorée où l'innovation doit demander l'autorisation de l'administration. À Toulouse, à Rennes, à Strasbourg, les ingénieurs fêtent les records de production. Ils ignorent encore que leur empire, bâti sur le cuivre et la centralisation, ressemble à une magnifique locomotive à vapeur au moment où l'on invente le moteur électrique. La marque de la France est partout, mais elle est déjà en sursis. À son apogée, le groupe des fournisseurs de services Minitel occupe des milliers de mètres carrés de plateaux de bureaux à Paris, dans le quartier de la Bourse ou du Sentier. Ce n'est pas seulement une usine physique, c'est une usine de l'esprit, une constellation de start-up avant l'heure. Rue d'Uzès, rue de Choiseul, les premiers éditeurs de services télématiques s'installent dans des locaux chauffés par la chaleur des serveurs. Des façades historiques pour un travail de pionnier, les vapeurs de tabac des salles de rédaction et le cliquetis des claviers derrière les murs en pierre de taille. L'architecture dominante est celle de l'immeuble haussmannien reconverti en centre informatique, typique de la frénésie numérique parisienne des années 80. Avec ses filiales et son écosystème, le projet emploie des dizaines de milliers de personnes. Techniciens réseau, dépanneurs, éditeurs de contenu, hôtesses de saisie. Des milliers de salaires, des milliers de raisons pour lesquelles l'usine à données n'est pas seulement un gadget. C'est l'institution qui structure le temps, l'espace et l'identité de la France des années 80. Un jeune ingénieur arrivant pour sa première équipe chez Transpac passait le portail, montrait son badge,
enfilait une cravate étroite et entrait dans un monde de baies informatiques et de bandes magnétiques. Le bruit d'abord, le sifflement des ventilateurs de refroidissement, le bourdonnement continu des modems que les anciens cessèrent d'entendre après la première semaine. L'odeur ensuite, celle de l'ozone et de l'air climatisé. Et sous tout cela, la cadence, le rythme du trafic qui ne s'arrêtait jamais, qui imposait sa vitesse aux serveurs. Le savoir-faire français tenait dans les protocoles de communication, dans la sécurité des transactions bancaires, dans la gestion de millions de connexions simultanées. Des gestes numériques que personne n'avait appris dans une école d'informatique classique, car les écoles étaient en train de se créer en même temps que le réseau. L'usine était un bastion de la souveraineté. Travailler sur le Minitel, c'était construire la barrière qui protégeait la France de l'invasion culturelle anglo-saxonne. À midi, à la cantine de la DGT ou des grandes rédactions télématiques, on ne mangeait pas un burger devant un écran. C'était la civilisation du repas assis. Le moment où l'opérateur et le concepteur de service se demandaient si le public était prêt pour le 3615. Pour des milliers de familles françaises, le Minitel n'était pas seulement un écran. C'était une structure complète, un cadre de vie, un monde dont on ne sortait que pour aller au travail. Et encore, souvent pour y fabriquer ce qui permettait de rester chez soi. Dehors, au-delà des murs des bureaux, le petit écran beige avait conquis un pays entier. La poste équipait ses guichets, la police nationale patrouillait avec des terminaux embarqués. Le Minitel était devenu un nom commun, une marque déposée passée dans le langage courant comme Frigidaire ou Mob. On disait « je vais sur le Minitel », comme on disait « je vais au marché ». Michel Pagès, responsable chez France Télécom, résumera plus tard. Dans les années 80, le Minitel c'était le smartphone d'aujourd'hui. Pourtant, malgré ce triomphe, le germe de la ruine était déjà planté. Le Minitel était une réussite française, mais il était seul. Une île magnifique, dans un océan, qui commençait à se soulever ailleurs. Le sommet de 1985 n'était pas une fin. C'était le début d'un adieu que personne, au ministère des PTT, n'était prêt à entendre. Chapitre 2. La révolution du kiosque et le miracle du 3615. Si vous aviez 14 ans en 1984, la liberté n'avait pas la forme d'un smartphone, mais celle d'un bruit. Un sifflement strident, une série de bips électroniques qui déchirèrent le silence du salon dès que vous enfonciez la touche Connexion fine. C'était le chant des modems V23, une porte qui s'ouvrait sur un monde de lignes bleues et de caractères géométriques sur fond noir. En 1984, la Direction générale des télécommunications, DGT, prend une décision qui va transformer un annuaire électronique en une machine à billets de banque. Elle crée le kiosque. C'est l'acte de naissance du 3615. Derrière ce matricule se cache l'invention de l'App Store avec 25 ans d'avance sur Steve Jobs. Un système où l'État encaisse l'argent via la facture de téléphone et le reverse aux éditeurs de services, prélevant sa dîme au passage. Pour un commerçant, pour un banquier ou pour un voyant extra-lucide, le Minitel n'est plus un gadget. C'est le premier marché de masse immatériel de l'histoire. L'architecte de ce système s'appelle Jean-Paul Maury. Ingénieur visionnaire, il comprend que pour que le réseau vive, il faut du contenu. Le kiosque simplifie tout. Pas d'abonnement supplémentaire, pas de contrat complexe. Vous tapez 4 chiffres et vous payez à la minute. En 1984, le tarif est de 60 francs de l'époque par heure. C'est cher, c'est immédiat et c'est addictif. La France devient un pays de minitélistes. À Paris, dans les locaux du journal Libération ou du Nouvel Observateur, les rédactions s'excitent. On ne vend plus seulement du papier, on vend du temps de connexion. Les journaux créent leur propre code. 3615 Lib, 3615 Aline. C'est le début d'une frénésie qui va saturer le réseau Transpac. Mais derrière les services officiels, derrière la réservation des billets de train ou la consultation des résultats du baccalauréat, un moteur secret, puissant et inavouable, fait vrombir l'Empire. Le Minitel rose. Car si les ingénieurs de Rennes avaient rêvé de culture et d'administration, les Français, eux, cherchant la rencontre. Les messageries dites conviviales explosent. C'est ici que commence la fortune de certains des plus grands patrons d'aujourd'hui. Un jeune homme aux cheveux longs, passionné d'informatique et doté d'un sens des affaires redoutable,
s'installe dans cette brèche. Xavier Niel, né le 25 août 1967 à Maison-Alfort, n'a pas fait les grandes écoles de la République. Il a appris le code dans sa chambre et comprend avant tout le monde que le sexe est la killer app du Minitel. À 19 ans, il lance ses premières messageries roses. Le Minitel rose, c'est l'industrie du fantasme à 1200 baux. Des milliers de terminaux connectés la nuit, des conversations anonymes où des animateurs, souvent des étudiants payés à la ligne, entretiennent le désir des utilisateurs pour faire défiler les minutes. En 1986, ces services représentent déjà 15% du trafic total, mais génèrent près de 50% des revenus des éditeurs. C'est l'argent du sexe qui finance la modernisation des serveurs et l'achat des premières baies informatiques géantes. Le Minitel est devenu une immense alcôve nationale, un espace de liberté et de transgression protégé par l'anonymat du code. L'État français, puritain en façade mais pragmatique en coulisses, encaisse les taxes sur ces échanges sulfureux. On appelle cela la cagnotte de la télématique. À son apogée, cette usine à pixels occupe des milliers de mètres carrés dans le quartier du Sentier à Paris. Ce n'est plus le textile qui fait vibrer les murs, mais le cliquetis des claviers des centres d'appel télématiques. Des façades d'immeubles du 19e siècle cachent des batteries de serveurs qui chauffent dans les parquets. L'odeur du papier journal s'efface devant celle de la bakélite chauffée et du café froid des veilleurs de nuit. Travailler dans le Minitel rose en 1987, c'est être à la pointe d'une économie souterraine qui irrigue la France entière. Un savoir-faire unique au monde secret, celui de l'interactivité. On apprend à gérer des milliers de messages en temps réel, à créer de l'engagement, à retenir l'utilisateur. Des concepts que Mark Zuckerberg ne théorisera que 20 ans plus tard. La vie quotidienne des Français est désormais rythmée par le bip du modem. Le Minitel s'installe partout, sur le buffet de la cuisine, sur le bureau de l'étudiant, dans le guichet de la petite gare de province. Il est l'objet qui réduit les distances. Pour un ouvrier de la polymécanique à Pantin, le Minitel, c'est le moyen de consulter son solde bancaire sans aller à l'agence. Pour un agriculteur du Jura, c'est l'accès à la météo agricole en temps réel. Pour les étudiants de 1986, c'est l'arme de la contestation contre la loi Devaquet. Le Minitel devient le premier réseau social militant. Les grévistes coordonnent leurs actions via les messageries électroniques, échappant au contrôle des médias traditionnels. La DGT s'inquiète, le gouvernement vacille, mais le réseau, lui, prouve sa puissance. Pourtant, cette réussite est une prison. Le Minitel repose sur une technologie propriétaire, le protocole Vidéotex. C'est un monde fermé où chaque page doit respecter une grille rigide de 40 colonnes et 25 lignes. Les graphismes sont grossiers, des petits carrés de couleurs qui tentent de dessiner un logo ou un visage. C'est l'esthétique du pointillisme informatique. Pendant que les Français s'amusent avec leurs petits carrés, aux États-Unis, des chercheurs travaillent sur le World Wide Web. Tim Berners-Lee pose les bases du HTML en 1989. La différence est fondamentale. Le web est ouvert, universel, gratuit. Le Minitel est centralisé, français et payant. Mais en 1990, personne à la direction de France Télécom ne veut voir le danger. Pourquoi changer un système qui rapporte des milliards de francs? Pourquoi s'ouvrir au monde quand on possède le marché le plus rentable de la planète? L'arrogance technologique française atteint son sommet. On exporte des terminaux aux États-Unis sous le nom de 10-100. On tente d'installer le Minitel en Allemagne, en Irlande, au Japon. C'est l'illusion de la conquête mondiale. On croit que le modèle français est le standard, alors qu'il n'est qu'une exception. Les ingénieurs de Rennes continuent de peaufiner leurs terminaux, lançant le Minitel 2, plus rapide, puis le Minitel Magis. On rajoute de la couleur, on améliore le clavier. On décore le cadavre avant même qu'il ne se sache mort. À midi, à la cantine de France Télécom, on se félicite des chiffres. 6 millions de terminaux en 1991, 20 000 services disponibles, des revenus en croissance constante. L'institution structure le temps social. Le Minitel est devenu une administration du quotidien. Pour des milliers de familles, il est le membre silencieux de la maison, celui qui connaît les secrets, les dettes et les désirs. On n'imagine pas un futur sans lui. On ne voit pas que les premiers PC équipés de Windows commencent à entrer dans les foyers.
On ne voit pas que le modem de l'ordinateur personnel va bientôt rendre ridicule l'écran de 9 pouces. Le déclin ne commence pas par une panne, mais par une lente déconnexion de la réalité mondiale. Le Minitel est une locomotive à vapeur lancée à pleine vitesse sur une voie qui se termine en cul-de-sac. Le sommet de 1993 est le point le plus haut de cette trajectoire absurde. La France est une île numérique magnifique, entourée par une mer qui monte. Et quand la digue cédera, elle ne cédera pas doucement. Elle explosera sous le poids des navigateurs Internet, transformant le fleuron de la télématique en une collection de boîtes beiges obsolètes, souvenir d'un temps où nous avons cru avoir inventé le futur, alors que nous n'avions inventé qu'une magnifique impasse. En 1994, alors que le monde commençait à murmurer le nom mystérieux d'Internet, la France célébrait un record de plus. L'empire de la télématique atteignait sa masse critique. 6,5 millions de terminaux installés, 25 000 services actifs et un chiffre d'affaires qui dépassait les 6 milliards de francs. Pour les dirigeants de France Télécom, l'entreprise publique devenue le pilier de la modernité nationale, le Minitel n'était pas un vestige, c'était un rempart. On regardait avec un mépris poli les balbutiements du World Wide Web américain. Pourquoi les Français délaisseraient-ils une machine simple, sécurisée, déjà présente dans chaque foyer, pour s'aventurer sur un réseau anarchique où il fallait configurer des modems complexes et payer des abonnements exorbitants? Cette certitude, forgée dans les bureaux de la place d'Alray à Paris, allait devenir le premier acte d'un suicide industriel assisté. Le paradoxe français des années 90 réside dans cette phrase que les cadres de la télématique répétaient comme un mantra: le Minitel est déjà là. Le web n'est qu'une promesse. À cette époque, le Minitel était le seul système au monde capable de réaliser une transaction bancaire en 10 secondes avec une sécurité quasi absolue. On y payait ses impôts, on y réservait son train sur le 3615 SNCF, on y consultait ses notes d'examen. C'était une horlogerie parfaite, mais une horlogerie dont les engrenages étaient prisonniers du cuivre. Pendant que les ingénieurs du CNET à Lannion peaufinaient les dernières normes du protocole Vidéotex, à San Francisco, des étudiants inventaient le navigateur Mosaïque. La France avait le contenu et les usages, mais elle avait oublié que la vitesse de l'image allait bientôt enterrer la sobriété du texte. L'erreur fatale de France Télécom ne fut pas technologique, elle fut comptable. Le système du kiosque, cette machine à billets que nous avons décrite, était devenu une addiction pour l'opérateur historique. Chaque minute passée sur le Minitel générait un revenu immédiat, partagé entre l'État et l'éditeur. Internet, avec son modèle de gratuité et d'abonnement forfaitaire, représentait une menace directe pour cette rente de situation. Passer au web, c'était s'aborder la cagnotte. Un ancien cadre de la Direction des affaires commerciales et télématiques, DACT, confiera des années plus tard: nous étions les otages de notre propre succès. On ne change pas une équipe qui gagne 100 millions de francs par mois. À la fin de l'année 1995, le signal d'alarme retentit pourtant. Bill Gates, le patron de Microsoft, publie son mémo historique The Internet Tidal Wave. Il annonce que le web va tout balayer. En France, la réaction est un repli identitaire. On lance le Minitel par PC, une solution hybride où l'on installe un logiciel d'émulation sur les ordinateurs familiaux. C'est l'aveu implicite que l'écran de 9 pouces est dépassé, mais l'obstination demeure. On veut garder le protocole français. On crée le 3617, un palier tarifaire plus élevé pour les entreprises, espérant que la valeur ajoutée sauvera le réseau. Mais le 3617 n'est qu'une digue de papier face à la déferlante du HTML. L'usine à pixels du quartier du Sentier commence alors à sentir le froid. Les éditeurs de services, ces pionniers qui avaient fait fortune sur le 3615, regardent avec inquiétude leur courbe de trafic plafonnée. Travailler dans une start-up télématique en 1996, c'est vivre un schisme permanent. D'un côté, on continue d'engranger les francs des messageries roses qui financent les salaires. De l'autre, on regarde avec envie les sites web qui s'ouvrent aux États-Unis, avec leurs images en couleur, leurs photos et leurs liens hypertextes. Le cliquetis des claviers AZERTY des terminaux beiges semble soudain très lent face au sifflement des modems 14.4 ou 28.8 qui permettent d'accéder au monde entier.
C'est ici que se joue le destin des cerveaux du Minitel. Une génération d'ingénieurs et d'entrepreneurs français, formés à l'école de l'interactivité et du paiement sécurisé, se retrouvent coincés dans une architecture obsolète. Des hommes comme Xavier Niel commencent discrètement à préparer la suite. En 1991, il avait racheté un fournisseur d'accès à Internet, WorldNet, tout en continuant à exploiter ses services Minitel. Il fait partie de ceux qui ont compris que le Minitel était le meilleur professeur de l'économie numérique, mais qu'il fallait quitter la salle de classe avant qu'elle ne s'effondre. Pour d'autres, l'attachement au système fermé est trop fort. On croit encore à la French Exception. Le gouvernement français, sous la pression de France Télécom, tente une ultime manœuvre de protectionnisme technologique. On refuse de libéraliser le secteur des télécommunications jusqu'au dernier moment. On freine l'installation des lignes RNIS, Numéris, pour ne pas faire d'ombre au trafic Transpac. La France, qui avait 10 ans d'avance sur le reste du monde en 1985, est en train de perdre son avantage mois après mois. Le Minitel est devenu une île aux certitudes, un espace clos où tout le monde se connaît, où les règles sont claires, mais où les navires étrangers ne peuvent plus accoster. Imaginez l'ambiance dans les centres de gestion du réseau à Rennes en 1997. Les ingénieurs voient apparaître sur leurs moniteurs de contrôle les premières baisses de connexion le soir après 21 heures. Le créneau sacré du Minitel Rose s'érode. Les Français ne se connectent plus pour discuter anonymement sur des terminaux beiges. Ils découvrent les forums de discussion sur AOL ou CompuServe. Le passage à l'an 2000 approche, et avec lui, une menace technique. Le réseau Transpac, conçu dans les années 70, est-il prêt? On investit des millions pour mettre à jour les commutateurs X.25, alors qu'il faudrait déjà installer des routeurs IP partout. C'est l'image d'une nation qui repeint sa flotte de galères au moment où les navires à vapeur entrent dans le port. À midi, à la cantine de la DACT, les conversations changent de nature. On ne parle plus de la prochaine campagne de pub avec le petit personnage Minitel en forme de terminal animé. On parle de la privatisation de France Télécom, de l'arrivée de la concurrence, d'un certain Jean-Marie Messier qui veut transformer Vivendi en géant de l'Internet. Le Minitel, jadis fierté absolue, commence à être perçu comme un boulet, un service public qu'il faut maintenir par obligation, mais qui ne fait plus rêver personne au bureau d'études. Les jeunes ingénieurs préfèrent rejoindre les divisions mobiles ou les nouveaux services Internet comme Wanadoo. Pourtant, le Minitel refuse de mourir. Sa base installée est si vaste qu'il conserve un pouvoir d'inertie phénoménal. En 1998, il reste encore le moyen le plus simple pour les personnes âgées de commander leurs courses, ou pour les artisans de vérifier les immatriculations au greffe du tribunal de commerce. Cette fidélité d'une partie de la population française va entretenir l'illusion d'une survie possible. On parle de portail web Minitel, de passerelle permettant de consulter ses services 3615 sur son ordinateur. C'est le début de la zombification du réseau. Le corps est mort, mais l'ombre continue de s'agiter. La disparition du nom Minitel commence dans les discours officiels. On ne parle plus de télématique, mais de technologie de l'information et de la communication. On efface le mot pour ne pas avoir à avouer l'échec de la transition. Le sommet de 1993, avec ses 750 000 mobylettes de motobécane ou ses 380 000 Solex de Courbevoie, trouve ici son équivalent numérique, les 6 millions de boîtes beiges. Un record que personne ne battra jamais, mais un record qui ressemble de plus en plus à un adieu. Le Minitel est devenu le monument d'une France qui a cru que sa taille et son génie suffisaient à arrêter la marche du monde. L'historien des techniques résumera cette période comme le grand retard français. Non pas que la France n'ait pas eu la technologie, elle l'avait inventée avant les autres, mais elle n'a pas eu l'audace de tuer son propre modèle pour embrasser le futur. On a protégé la rente du 3615 comme on a protégé les hauts fourneaux ou les mines de charbon, avec la même émotion et le même aveuglement stratégique. Les terminaux beiges, jadis symbole de la high-tech à la française, commencent à s'accumuler dans les débarras. On ne les regarde plus avec fierté, mais avec une gêne diffuse, celle que l'on éprouve devant un vêtement démodé que l'on n'ose pas encore jeter. En 1999, alors que l'ADSL commence timidement à faire son entrée dans quelques villes pilotes,
le réseau Minitel enregistre ses derniers bénéfices records. C'est l'éclat final d'une étoile qui s'est déjà transformée en géante rouge. La chute qui arrive ne sera pas une faillite brutale comme celle de Majorette ou de Manu France. Ce sera un effacement lent, une érosion méthodique de l'utilité. Jusqu'à ce qu'un matin de l'an 2000, le Français se réveille en réalisant que sa petite boîte beige ne lui sert plus qu'à une seule chose: servir de presse-papier sur un bureau de banlieue. L'Empire est toujours là, mais son ciel est vide. En 1993, l'Empire de la télématique française célébrait son apothéose. Les chiffres, tombant des calculateurs du centre de gestion de Rennes, donnèrent le tournis. 6,5 millions de terminaux beiges trônaient fièrement dans les salons, les boutiques et les administrations. Le 3615 n'était plus un simple code, c'était un réflexe national. Cette année-là, le Minitel générait un trafic de 90 millions d'heures de connexion. La France était, de loin, le pays le plus en ligne au monde. Pendant qu'à New York ou à Londres, l'accès à une information numérique restait le privilège de quelques universitaires équipés d'ordinateurs hors de prix, le petit artisan boulanger de la Creuse vérifiait déjà ses virements bancaires sur un écran de 9 pouces. C'était le sommet de la pyramide, le point de bascule où le génie français a cru avoir définitivement dompté le futur. Mais comme pour la ligne Maginot, l'invincibilité apparente cachait une obsolescence déjà fatale. Debout sur ce record, les dirigeants de la Direction générale des télécommunications, DGT, devenue France Télécom en 1991, n'ont pas vu que le reste du monde était en train de contourner leur forteresse de cuivre. Le paradoxe de 1993 réside dans cette certitude que la vitesse n'était pas un enjeu. Le Minitel fonctionnait à 1200 bauds en réception et 75 bauds en émission. Une asymétrie technique qui disait tout de la philosophie française. L'utilisateur était un consommateur passif d'informations validées par l'État ou par de grandes entreprises. De l'autre côté de l'Atlantique, une autre architecture prenait forme, fondée sur la symétrie, l'anarchie et l'ouverture. Le protocole TCP/IP. Pour les ingénieurs de France Télécom, Internet n'était qu'un réseau de chercheurs, un gadget sans modèle économique, incapable de rivaliser avec la sécurité et la rentabilité du système du kiosque. Pourquoi les Français quitteraient-ils un système qui marche pour un labyrinthe où personne ne paie, s'interrogeait-on dans les bureaux de la place d'Alray. L'erreur historique porte un nom et une date. Le rapport Terry de 1994. Gérard Terry, l'homme qui avait lancé le Minitel 20 ans plus tôt, est rappelé par le gouvernement d'Édouard Balladur pour dessiner les autoroutes de l'information. Son constat est d'une arrogance magnifique. Il préconise de renforcer le modèle Minitel et de snober Internet, jugé trop fragile et trop peu sécurisé. C'est l'acte de naissance du grand retard français. Le pouvoir politique, de droite comme de gauche, se berce de l'illusion de la French Exception. En 1996, Jacques Chirac, fraîchement élu président, est photographié devant un ordinateur, perplexe, demandant ce qu'est une souris. La scène fait rire le monde entier, mais elle illustre une vérité plus sombre. L'élite qui dirige le pays est restée bloquée à l'âge du terminal passif, alors que le monde entre dans l'ère de l'ordinateur personnel. À cette époque, travailler dans les usines de la radiotechnique ou de Matra, c'est encore croire que le Minitel a un avenir. Les chaînes de montage sortent les modèles Minitel 10 ou Minitel 12, équipés d'écrans plats et de claviers plus souples. Mais derrière la carlingue beige, les composants n'évoluent plus. On ne cherche plus à innover, on cherche à gérer la rente. Le Minitel est devenu une drogue pour l'État français. Il rapporte des milliards de francs de taxes et de marges. Passer à Internet, c'est accepter de perdre le contrôle sur la facturation. C'est l'histoire d'un empire qui préfère mourir riche plutôt que de vivre en se réinventant. Imaginez l'ambiance au salon de l'informatique, le CICOB, en 1995. Les stands de France Télécom sont des cathédrales de moquettes bleues où l'on fait la démonstration de l'annuaire électronique. À quelques mètres de là, de petites entreprises présentent les premiers navigateurs Netscape sur des PC bruyants. Le contraste est violent. D'un côté, la sobriété administrative, le texte noir sur fond gris, la certitude de l'institution. De l'autre, la couleur, les images qui s'affichent ligne par ligne, la promesse d'un accès universel à toutes les bibliothèques du monde.
Les cadres de la télématique passent devant ces stands avec un sourire condescendant. Ils ignorent que ces écrans colorés sont les séismes qui vont transformer leurs terminaux beiges en déchets électroniques. Le savoir-faire français se retrouve alors pris dans une impasse structurelle. Les ingénieurs du CNET à Lannion, qui avaient inventé la compression de données et le paiement sécurisé, voient de leur découverte partir vers les États-Unis. La France a les cerveaux, elle a les usages, mais elle n'a pas le logiciel. Le Minitel est une machine à enfermer. Pour créer un service sur le 3615, il faut obtenir un numéro, respecter des normes graphiques rigides, passer sous les fourches codines de France Télécom. Sur le web, il suffit d'un serveur et d'une adresse IP. La liberté est en train de gagner contre la centralisation, mais le ministère des PTT refuse d'ouvrir la porte. C'est ici que se joue le destin de la nouvelle économie française. Une génération de pionniers, comme Marc Simoncini, futur fondateur de Mythic, ou Pierre Kosciusko-Morizet, commence à faire ses armes sur le Minitel. Ils y apprennent la loi du clic, la psychologie de l'utilisateur derrière son écran, la gestion de l'immédiateté. Le Minitel était leur école, mais ils savent tous qu'ils devront bientôt quitter l'établissement. En 1996, le lancement de Wanadoo, le fournisseur d'accès Internet de France Télécom, est une demi-mesure désespérée. On veut aller sur Internet sans lâcher le Minitel. C'est le début de la schizophrénie industrielle. L'opérateur historique finance son propre fossoyeur. Les conséquences pour le tissu industriel sont déjà visibles sous la surface. Les fabricants de téléviseurs et d'écrans français, qui comptaient sur la commande massive de terminaux par l'État, ne voient rien venir de la révolution des écrans d'ordinateur. On a habitué les Français à un écran de 9 pouces, gratuit et médiocre, alors que le monde entier investit dans la haute résolution. La France, qui avait inventé le futur en 1980, se réveille en 1997 avec un parc de machines qui ressemblent à des antiquités. Le sommet de 1993, avec ses millions de connexions, n'était qu'un mirage de puissance. À midi, à la cantine de la Direction des Affaires commerciales et télématiques, DACT, on commence à murmurer. Les jeunes ingénieurs parlent de plus en plus du HTML, du protocole HTTP. On sent que le cœur du système, le réseau Transpac, commence à saturer sous des usages qu'ils n'avaient pas prévus. Le Minitel Rose, ce poumon financier occulte, commence à migrer vers des numéros en 08, échappant au contrôle du terminal dédié. Pour des milliers de familles françaises, le Minitel reste cet objet familier, posé sur le guéridon de l'entrée, mais on l'utilise de moins en moins. On commence à l'appeler le terminal de l'annuaire. La gloire est passée de l'interactivité au simple remplacement du papier. La disparition du Minitel ne sera pas l'acte d'un concurrent, mais celui d'une génération. Les enfants nés en 1980, qui ont grandi avec le clavier AZERTY beige, découvrent les consoles de jeux et les premiers PC multimédia. Pour eux, le Minitel est l'objet de leurs parents, sérieux, lent et payant. Ils veulent le web, gratuit et illimité. France Télécom tente une ultime parade, le Minitel par Internet, une passerelle logicielle qui permet de consulter le 3615 sur son ordinateur. C'est l'aveu final de l'échec. La machine physique, l'icône beige, n'est plus nécessaire. L'Empire n'est plus qu'un protocole fantôme, une ombre chinoise qui s'agite sur l'écran des ordinateurs américains. En 1998, alors que la France vibre pour sa victoire en Coupe du Monde, le Minitel enregistre son premier recul historique de chiffre d'affaires. Le signal est assourdissant, mais personne ne veut débrancher la machine. Trop d'emplois en dépendent, trop de revenus fiscaux, trop de fierté nationale. On décide de prolonger le sursis. Le Minitel entre dans sa phase de monument historique vivant. On le maintient par nostalgie et par habitude, pendant que dans la Silicon Valley, Google vient de déposer ses statuts. La France a une machine qui fait tout, mais qui ne parle à personne en dehors de ses frontières. L'Empire est assiégé et les murs de cuivre commencent à se fissurer sous le poids de la fibre optique qui s'annonce. Le déclin de cette aventure est celui d'une nation qui a confondu l'avance technologique avec l'immunité historique. Le sommet de 1993 n'était pas un record, c'était un adieu. Et quand on regarde en arrière, ces millions de boîtes beiges ressemblent moins à une réussite qu'à une magnifique prison mentale dans laquelle nous nous sommes enfermés pendant 15 ans, laissant les clés du monde numérique
à ceux qui n'avaient non pas d'annuaire électronique, mais qui avaient de l'audace. Si vous aviez poussé la porte du centre de tri de l'entreprise Environnement Massif Central, à la fin des années 2000, vous auriez été frappé par une vision d'apocalypse technologique. Dans d'immenses bacs en métal, sous la lumière crue des hangars, s'entassaient des milliers de coques en plastique ABS beige, des tubes cathodiques brisés et des claviers AZERTY dont les touches connexion fine ne cliquetteraient plus jamais. Ce n'était pas un cimetière industriel ordinaire, c'était le démantèlement physique de l'orgueil français. Chaque jour, des camions entiers déchargèrent les terminaux que les usagers rapportaient dans les agences de France Télécom, échangeant leurs fenêtres sur le futur contre une Livebox ou un modem ADSL. Le sommet de 1993, avec ses 6,5 millions de foyers connectés, était désormais une archive poussiéreuse. L'Empire ne s'effondrait pas à cause d'une faillite brutale, mais par une lente déconnexion de la réalité, orchestrée par ceux-là même qui avaient juré de le protéger. Le tournant décisif se joue entre 1999 et 2002. À cette époque, une révolution physique est à l'œuvre dans le sous-sol des villes françaises. Les techniciens de France Télécom, les héritiers des bâtisseurs du réseau Transpac, tirent désormais de nouveaux câbles. L'ADSL, l'Internet à haut débit, fait son entrée massive dans les foyers. C'est le premier acte du divorce. Car le Minitel et l'ADSL partagent la même ligne de cuivre, mais ils ne parlent pas la même langue. Pour le Minitel, la ligne téléphonique est une ressource occupée. Quand vous êtes sur le 3615, personne ne peut vous appeler. Pour l'Internet moderne, la ligne est transparente. Le petit sifflement strident du modem 1200 Beau, ce chant de ralliement de la télématique, commence à paraître préhistorique face au silence foudroyant de la fibre et du câble. L'erreur stratégique de la direction de France Télécom, alors menée par Michel Bon puis par Thierry Breton, fut de croire à la coexistence pacifique. On pensait que le Minitel resterait l'outil des services sérieux et administratifs, tandis que le web serait celui du loisir et de l'image. C'était oublier que le web est un organisme vivant qui dévore tout sur son passage. En 2000, l'opérateur historique lance la marque Wanadu. C'est une schizophrénie industrielle. La même entreprise vend à la fois le poison et l'antidote. Dans les agences commerciales, on ne sait plus quel discours tenir. Faut-il promouvoir le 3615 SNCF, qui rapporte des commissions immédiates à la minute, ou le site voyagesncf.com, qui sature la bande passante mais préfigure l'avenir? Le choc est particulièrement violent pour les fabricants de terminaux. Les usines de Télic à Strasbourg, de Matra à Vélizy et de la Radiotechnique à Suresnes voient leur carnet de commandes s'évaporer. Ces cathédrales de tôle et de composants électroniques, qui avaient produit jusqu'à 1 million d'appareils par an, tournent à vide. Le savoir-faire français dans le domaine du terminal dédié, cette capacité à fabriquer un objet robuste, simple et monobloc, devient inutile dans un monde qui ne jure que par le PC polyvalent. Les ingénieurs qui avaient là passé 20 ans à optimiser l'affichage des caractères vidéotextes se retrouvent face à des logiciels de navigation conçus à Seattle. La transition n'est pas seulement technique, elle est culturelle. On passe de l'artisanat d'État à la consommation mondiale. C'est ici que commence la zombification du réseau. Entre 2002 et 2007, le Minitel survit grâce à une clientèle de fidèles et de captifs. Il y a d'abord les personnes âgées, pour qui l'écran de 9 pouces reste plus rassurant que la complexité des menus Windows. Il y a ensuite les professionnels, notaires, huissiers, greffiers, qui utilisent des bases de données juridiques sécurisées sur le 3617. Et puis, il y a l'ombre tenace du Minitel rose. Car même en 2005, alors que le web est partout, les messageries anonymes françaises continuent de générer des millions d'euros. Pourquoi? Parce que le Minitel offre ce que le web de l'époque peine encore à garantir: l'anonymat total et le paiement sans carte bancaire directement sur la facture de téléphone. C'est le dernier bastion de la rente. Mais au sol, à Rennes et à Lannion, le cœur battant du réseau Transpac commence à montrer des signes de fatigue. Les commutateurs X25, ces machines monumentales qui géraient les paquets de données depuis les années 70, arrivent en fin de vie. Les pièces de rechange deviennent rares. On commence à cannibaliser
les centres de gestion de province, pour maintenir en vie le cœur parisien. Les techniciens de maintenance ne sont plus des pionniers, ce sont des conservateurs de musées qui luttent contre l'obsolescence programmée par le progrès. Un ingénieur de l'époque témoignera. On avait l'impression de piloter un avion dont les moteurs s'éteignaient un par un, mais dont les passagers continuaient de demander du champagne. Le déclin est mesurable par les chiffres, qui tombent comme des couperets chaque année à la direction de France Télécom. En 2002, le trafic baisse de 30%. En 2004, il chute encore de moitié. Le chiffre d'affaires, qui culminait à 1 milliard d'euros 10 ans plus tôt, n'est plus que de 200 millions. La décision de fermer le service est prise une première fois en 2009, puis repoussée sous la pression des éditeurs de services professionnels qui n'ont pas fini leur migration vers le web. Le Minitel est dans un coma artificiel, maintenu en vie pour quelques milliers d'utilisateurs obstinés. L'ambiance dans les bureaux d'études de l'avenue de l'Aéronautique, à Toulouse, ou route de Bayonne, pour ceux qui travaillaient sur les interfaces, est à la mélancolie. On sait que l'histoire a déjà tranché. Le Web 2.0, l'arrivée de Facebook et de YouTube, rendent soudain les pages pixelisées du Minitel non seulement démodées, mais incompréhensibles pour la nouvelle génération. L'enfant qui tapait son code en 1985 est devenu un adulte qui navigue sur Google. La boucle est bouclée. Le Minitel n'est plus un outil, c'est une curiosité sociologique, un vestige d'un temps où la France pensait pouvoir imposer son propre rythme au reste de l'humanité. Imaginez les derniers jours dans les centres de gestion du réseau à Rennes. On ne fête plus les records de connexion. On surveille les compteurs qui s'éteignent. Chaque soir, des serveurs sont débranchés définitivement. L'odeur de l'air climatisé et de l'ozone dans les salles de baie informatiques semble plus froide. Les derniers minitélistes sont des ombres qui errent sur des services déserts. Le 3615 n'est plus qu'une fréquence hantée. On y trouve encore quelques messageries vides, où des robots répondent à des questions que personne ne pose. C'est l'image la plus fidèle de la désindustrialisation numérique. Un espace jadis vibrant d'intelligence et de désir, réduit à quelques lignes de code inertes dans une mémoire de silicium. La disparition physique des terminaux est une autre facette de ce drame silencieux. France Télécom lance des campagnes de collecte. Les boîtes beiges sont ramassées par palettes entières. Dans les déchetteries de la banlieue parisienne, on broie le plastique pour en récupérer le cuivre. On estime qu'entre 2005 et 2012, plus de 5 millions de terminaux ont été ainsi détruits. C'est une part immense du patrimoine industriel français qui part à la benne sans que personne ne juge utile d'ouvrir un musée national de la télématique. On efface les traces de l'échec pour mieux célébrer la réussite de l'Internet mondialisé. Le nom même du Minitel commence à devenir une insulte, un synonyme de ringardise, de vieillerie d'État. Pourtant, malgré l'agonie, malgré les bacs de recyclage, l'héritage du Minitel s'est infiltré là où on ne l'attendait pas. Les banques françaises, qui avaient appris la sécurité sur le réseau Transpac, sont devenues les championnes du paiement en ligne. Le commerce électronique français, porté par la Redoute ou la Fnac, a démarré avec une avance phénoménale, parce que les clients savaient déjà comment commander sur un écran. L'intelligence ne s'est pas évaporée, elle a muté. Mais pour les techniciens de Télic ou de Matra, c'est une mince consolation. Leurs usines ont fermé, leurs chaînes de montage ont été vendues à la découpe, et leurs savoir-faire ont été réduits à une note de bas de page dans l'histoire de la technologie. À midi, à la cantine de ce qui s'appelle désormais Orange, on ne parle plus de télématique. On parle de smartphone, d'applications mobiles, de cloud computing. Le mot Minitel déclenche des sourires gênés chez les jeunes recrues. On a oublié que sans cette petite boîte beige, Orange ne serait probablement qu'une administration poussiéreuse du téléphone. L'empire a été liquidé, le nom a été effacé, et les murs des bureaux du Sentier accueillent désormais des agences de publicité ou des lofts de luxe. Le silence est total. Seul reste, pour ceux qui tendent l'oreille, l'écho affaibli d'un bip sonore qui, pendant 20 ans, fut le bruit de la France qui gagne. Le sommet de 1993 n'est plus qu'un mirage. L'année 2010 approche, et avec elle, la date de l'exécution finale. Mais avant que l'écran ne s'éteigne pour toujours, il reste une ultime étape. L'inventaire de ce que nous avons perdu en refusant de voir que le monde changeait. Car la chute du Minitel n'est pas seulement celle d'une machine,
c'est celle d'une certaine idée de la souveraineté, une idée qui a fini par s'étouffer elle-même dans un bocal de cuivre et d'orgueil. Le 30 juin 2012, peu avant minuit, une atmosphère de veillée funèbre régnait dans le centre de supervision d'Orange à Rennes. Sur les consoles de contrôle, là où jadis s'affichaient des millions de connexions simultanées, il ne restait plus que quelques milliers de points lumineux. C'étaient les derniers minitélistes, les ultimes survivants d'un monde de cuivre, obstinément accrochés à leur clavier AZERTY, alors que la France entière vibrait déjà au rythme de la 4G et des réseaux sociaux. À minuit pile, un technicien a pressé une touche. Ce n'était pas un fracas, juste le silence d'un logiciel que l'on ferme. Le réseau Transpac s'est tu, les commutateurs X25 ont cessé de battre, et 9 millions de terminaux beiges sont devenus, en une seconde, des sculptures de plastique inutiles. Le sommet de 1993, ce record de 90 millions d'heures de connexion, était définitivement enterré sous le linceul de l'obsolescence. C'était l'acte final d'une agonie qui aura duré 15 ans, la fermeture d'une parenthèse française qui a cru pouvoir défier le temps universel. L'histoire de ces dernières années est celle d'un sursis permanent, d'une résistance héroïque et un peu pathétique contre l'évidence. En 2010, alors que l'iPad de Steve Jobs s'apprêtait à conquérir la planète, le Minitel générait encore 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'était plus l'empire de la télématique, mais c'était encore une petite PME rentable. Les dirigeants d'Orange, qui avaient succédé au cadre de France Télécom, regardèrent ces chiffres avec une perplexité croissante. Comment une machine conçue sous Valéry Giscard d'Estaing pouvait-elle encore attirer des utilisateurs à l'heure de Facebook? La réponse tenait en deux mots: simplicité et habitude. Pour des milliers d'agriculteurs, de commerçants de province et de personnes âgées, le Minitel était l'outil d'une confiance que le web n'avait pas encore su bâtir. On y consultait le 3611, l'annuaire universel, avec la certitude de trouver l'information sans publicité, sans virus et sans complexité. Mais derrière cette façade de fidélité, le cœur industriel était en ruine. Maintenir le réseau Transpac en 2011 relevait de la lutherie technologique. Les commutateurs, ces baies informatiques géantes qui géraient le trafic depuis les années 80, tombaient en panne les uns après les autres. Les pièces de rechange ne se trouvaient plus chez les fournisseurs officiels depuis longtemps. On les achetait sur eBay ou on les récupérait dans les centres de gestion déjà fermés de Toulouse ou de Strasbourg. Les ingénieurs capables de coder en protocole vidéotex partaient à la retraite, emportant avec eux les secrets d'un langage que les jeunes recrues d'Orange considéraient comme un dialecte mort. Le Minitel n'était plus un projet. C'était un fardeau technique que l'on portait par obligation contractuelle envers les éditeurs de services. La décision de l'exécution finale fut prise avec une froideur managériale qui tranchait avec l'enthousiasme gaulien des débuts. En 2011, Orange annonce officiellement la fin du service pour le 30 juin de l'année suivante. Le message est clair, la France doit tourner la page. Mais cette annonce déclenche une vague de nostalgie inattendue. Les journalistes du monde entier accourent à Paris pour filmer l'ancêtre de l'Internet, qui refuse de mourir. On découvre alors le peuple des ombres du 3615. Des collectionneurs, des nostalgiques, mais aussi des usagers réels, pour qui la fin du Minitel est un deuil personnel. Un artisan de banlieue témoignera à la télévision. Sur mon Minitel, je fais mes devis en 3 minutes. Sur mon ordinateur, il me faut 1 heure pour ouvrir les fenêtres et mettre à jour les logiciels. La vitesse du Minitel n'était pas celle du débit, c'était celle de l'usage. Pendant les derniers mois, le 3611 est resté le service le plus consulté. C'était le symbole de l'Empire, un annuaire d'État, gratuit, complet, fiable. Mais les autres codes, les 3614, les 3615, les 3617, ressemblaient à des villes fantômes. Sur les messageries roses, jadis poumons financiers de l'Empire, les animatrices, ces étudiants qui entretenaient le dialogue pour faire défiler les minutes, répondaient à des écrans vides. Les serveurs chauffaient pour rien dans des salles climatisées désertes. C'était l'image la plus cruelle du déclin, une infrastructure colossale, maintenue pour un murmure. Les usines de la radiotechnique ou de Matra, qui avaient fabriqué les coques beiges par millions, étaient déjà passées à autre chose,
ou avaient fermé leurs portes, laissant derrière elles des milliers de chômeurs techniques pour qui le vidéotexte était la seule compétence. C'est ici que se joue la dimension tragique du savoir-faire sacrifié. Les ingénieurs français du Minitel avaient inventé avant tout le monde la notion de portail, de moteur de recherche, avec le 36 et 11, et de boutique d'applications, avec le kiosque. Mais comme ils étaient enfermés dans un protocole propriétaire contrôlé par l'État, ils n'ont jamais pu exporter leur génie. Le Minitel était une île, et sur une île, les idées finissent par se dévorer entre elles. Quand l'Internet ouvert a débarqué, il n'a pas seulement apporté une meilleure technologie, il a apporté un marché mondial. La France, avec ses terminaux gratuits et sa facturation à la minute, possédait le plus bel hôtel du monde. Mais elle avait oublié de construire des routes pour que les étrangers puissent y venir. La nuit du 30 juin 2012 fut celle d'un effacement méthodique. À 23h50, les serveurs de l'annuaire électronique ont envoyé un dernier message sur les écrans de 9 pouces. Merci de votre fidélité. Le service Minitel est désormais fermé. Quelques minutes plus tard, le signal s'est brouillé. Les tubes cathodiques ont vacillé, puis se sont éteints, laissant place à un carré noir définitif. Dans les centres de données, le bruit des ventilateurs a baissé d'un ton. Pour la première fois depuis 1980, le réseau Transpac ne transportait plus de désirs, de dettes ou de rendez-vous. La France venait de débrancher son propre cerveau numérique pour se fondre dans le grand tout mondialisé. Le lendemain, le paysage urbain portait les traces de cette défaite silencieuse. Dans les poubelles de Paris, de Lyon ou de Marseille, on a commencé à voir apparaître les petites boîtes beiges. Les Français s'en débarrassaient comme d'un secret encombrant. Orange avait mis en place des bacs de collecte pour recycler le plastique et les composants électroniques. Des tonnes de mémoire de silicium et de claviers AZERTY ont été broyées dans des usines de traitement des déchets. Ce qui fut le fleuron de la high-tech française, l'objet que le monde entier nous enviait, finissait son voyage dans des bennes à ordures, entre les vieux réfrigérateurs et les pneus usés. Aucun ministre n'était là pour saluer la fin. Aucune plaque ne fut posée sur le centre de Rennes. Pourtant, cette chute n'était pas celle d'un échec, mais celle d'un malentendu. On a reproché au Minitel d'être lent, alors qu'il était immédiat. On lui a reproché d'être moche, alors qu'il était fonctionnel. On lui a surtout reproché d'être français, dans un monde qui ne jurait plus que par le «Designed in California». La disparition du Minitel marquait la fin d'une époque où l'État pouvait décréter le futur. Les dirigeants de 2012 n'avaient plus l'audace de Gérard Terry. Ils n'étaient même plus des bâtisseurs de cathédrales, mais des gestionnaires de réseaux hérités. Ils ont tué le Minitel parce qu'il coûtait quelques millions d'euros de maintenance, sans voir qu'en éteignant l'écran, ils effaçaient le dernier vestige d'une souveraineté numérique qu'ils passeraient les 10 années suivantes à essayer désespérément de reconstruire. À midi, le 1er juillet 2012, dans les agences Orange, on proposait des forfaits open, avec smartphone dernier cri. Le mot Minitel était déjà un souvenir pour historiens. L'Empire avait été liquidé, et avec lui, une certaine manière de vivre ensemble. Celle de l'anonymat protégé par l'État, celle de la gratuité du terminal, celle d'une technologie pensée pour tous, du paysan au banquier. Le sommet de 1993 n'était plus qu'un mirage. La France était devenue un pays comme les autres, une province numérique du web américain. Et dans les déchetteries de banlieue, les écrans de 9 pouces attendèrent que la pluie finisse de brouiller leur dernier circuit, témoins muets d'un temps où nous étions les premiers, avant de décider, par lassitude et par manque de vision, que nous préférions être des clients. Si vous marchez aujourd'hui dans la rue d'Uzès, au cœur du 2e arrondissement de Paris, vous ne verrez que des façades de pierre blonde, des lofts aux larges verrières et des enseignes de start-up spécialisées dans l'intelligence artificielle ou le marketing d'influence. Les terrasses des cafés sont remplies de jeunes cadres qui travaillent sur des ordinateurs portables ultra fins, connectés à la fibre optique. Le silence des claviers silencieux a remplacé le vacarme mécanique des années 80. Car c'est ici, dans ce quadrilatère, entre la rue Réaumur et les grands boulevards, que battait le cœur de l'Empire à pixels. C'est ici que des centaines de serveurs chauffèrent les planchers des anciens ateliers de confection du Sentier, évacuant leurs calories par des fenêtres entr'ouvertes, même en plein hiver. Aujourd'hui,
Les câbles de cuivre ont été arrachés ou dorment, inutiles, sous les parquets de chêne. L'usine à données a été liquidée, remplacée par une économie de l'image fluide, mais l'archéologie de ce quartier raconte une toute autre histoire, celle d'une industrie qui a cru que sa substance était éternelle pour finir par être traitée comme un déchet toxique. Le démantèlement physique de l'Empire fut une opération d'une violence invisible. Entre 2012 et 2015, ce n'est pas seulement un service que l'on a fermé, c'est une montagne de matière que l'on a dû traiter. 9 millions de terminaux beiges, conçus pour durer 20 ans, représentaient un défi environnemental sans précédent pour Orange. Dans les centres de recyclage spécialisés, comme celui de l'entreprise Environnement Massif Central, on a appris à dépecer la légende française. Le processus était industriel, répétitif, sans affect. On commençait par retirer la coque en plastique ABS, cette couleur beige bureau qui fut l'uniforme de la modernité giscardienne. Puis venait le moment le plus délicat, le tube cathodique. Chaque écran de Minitel contenait près de 500 grammes de plomb, une substance hautement polluante destinée à protéger l'utilisateur des rayons X émis par le bombardement d'électrons. Les ouvriers des usines de recyclage, souvent installés dans des régions désindustrialisées du centre de la France, brisaient ces tubes sous vide pour éviter les projections de poudre fluorescente. En quelques secondes, ce qui fut le confident des secrets intimes de millions de Français, les désirs du Minitel rose, les dettes consultées sur le 3617, les rendez-vous pris à la hâte, était réduit à un tas de verre pilés et de poussière métallique. On estime que plus de 4000 tonnes de plomb ont été ainsi extraites du parc de terminaux. Une masse toxique héritée d'un temps où l'on ne pensait pas à la fin de vie des machines. Le Minitel ne mourait pas dans la gloire d'un musée, il mourait dans le fracas des broyeurs industriels, transformés en matière première secondaire pour l'industrie du bâtiment ou de la verrerie. Pendant ce temps, dans les archives d'Orange à Lannion, le silence s'installait sur les documentations techniques. Les protocoles vidéotex, ce langage unique fait de mosaïques de caractères, devenaient des hiéroglyphes informatiques. Les ingénieurs qui avaient passé leur vie à optimiser le temps d'affichage pour que la page du 3615 SNCF apparaisse plus vite que celle de la concurrence, voyaient leurs brevets tomber dans le domaine public sans que personne ne songe à les racheter. Le savoir-faire de la télématique française, cette science de l'interactivité en temps réel sur des réseaux bas débit, s'évaporait. On ne formait plus de techniciens réseau X25. On apprenait aux jeunes recrues les protocoles IP, les langages HTML5 et les architectures cloud. La rupture n'était pas une transition, c'était un remplacement complet du logiciel mental de la nation. L'ambiance dans le quartier du Sentier, au milieu des années 2010, était à l'amnésie volontaire. Les éditeurs de services professionnels, ceux qui exploitaient les banques de données juridiques ou médicales, avaient tous migré vers le web. Les fortunes bâties sur le 3615 avaient été réinvesties dans l'immobilier ou dans de nouvelles aventures numériques. Mais le nom Minitel était devenu tabou. Il rappelait trop les années de rente, le protectionnisme administratif et l'échec du passage au grand large. Les serveurs bulles ou DEC, qui occupaient des pièces entières, avaient été remplacés par des lames de serveurs anonymes logés dans des data centers à Aubervilliers ou à Saint-Denis. L'espace physique du Minitel, cette intrication entre le bureau et la machine, disparaissait au profit d'une dématérialisation totale. Pourtant, une poignée d'irréductibles refusait de voir ce patrimoine broyé. Dans des ateliers de hackerspace à Paris ou à Rennes, des passionnés d'archéologie numérique commençaient à collectionner les terminaux sauvés d'ébène. Ils découvraient que ces boîtes beiges étaient d'une robustesse phénoménale. Certains réussissaient à détourner le Minitel pour en faire un terminal Linux, une console pour Arduino ou un moniteur de contrôle pour des installations artistiques. Le Minitel devenait un objet vintage, une icône du design industriel du XXe siècle, au même titre que la machine à écrire Underwood ou la radio à lampe. On commençait à le voir apparaître dans les galeries d'art ou sur les étagères de collectionneurs branchés, dépouillé de sa fonction initiale pour ne garder que sa silhouette de raie manta de bureau. Mais au-delà de l'objet, c'est la structure sociale qui s'effaçait. Les animatrices des messageries roses, cette armée invisible d'étudiants et de pigistes qui avaient peuplé les nuits numériques de la France, avaient disparu sans laisser de traces.
aucun syndicat n'avait défendu ces emplois précaires de l'ombre. Leur savoir-faire, cette capacité à entretenir un dialogue, à créer du lien dans l'anonymat, à gérer l'immédiateté du message, préfigurait pourtant le métier de community manager. Elles étaient les pionnières de l'engagement numérique, mais elles restaient associées à la part sulfureuse de l'histoire. Leur bureau du sentier, où elles travaillaient côte à côte dans la fumée de cigarettes et le cliquetis des touches, était désormais occupé par des agences de design où l'on boit du thé matcha. La disparition du nom Minitel dans le paysage institutionnel fut achevée par l'État lui-même. La Direction générale des télécommunications, devenue France Télécom puis Orange, avait patiemment effacé toute mention du service dans ses rapports annuels. On préférait célébrer la French Tech, les levées de fonds de la Silicon Sentier et les succès de Blablacar ou de Doctolib. On oubliait que toutes ces entreprises étaient les héritières directes de l'usage inventé par le Minitel, le service à la demande, le paiement sécurisé et l'intermédiation électronique. La France célébrait ses enfants sans vouloir reconnaître leur géniteur beige. On avait tué le père pour ne pas avoir à expliquer pourquoi il était resté enfermé dans sa chambre pendant 15 ans, alors que le reste du monde faisait la fête dans le jardin. À son apogée, le système employait indirectement plus de 50 000 personnes. En 2015, il n'en restait aucune qui pût se revendiquer de la télématique. Les techniciens de Transpac avaient été reclassés dans la maintenance des réseaux mobiles. Les ingénieurs du CNET étaient devenus des experts en cybersécurité pour des multinationales américaines. Le savoir-faire national avait été dispersé, dilué, absorbé par la mondialisation numérique. Il n'y avait pas de plaque commémorative rue de Ségur, là où tout avait commencé. Il n'y avait pas de musée national de l'informatique française capable de raconter cette aventure sans rougir de honte. Aujourd'hui, si vous trouvez un Minitel 1B dans un vide-grenier en province, souvent vendu pour quelques euros, regardez-le de près. Touchez le plastique jauni par le temps. Essayez d'ouvrir le clavier. Vous sentirez cette résistance mécanique, cette solidité d'une époque où l'on fabriquait des objets pour la vie, pas pour 2 cycles de mise à jour logiciels. Cette petite machine était le dernier témoin d'une France qui osait l'infrastructure universelle. Elle était la preuve que nous avions les idées, les ingénieurs et les usines pour dominer le siècle. Mais elle est aussi le symbole de notre vulnérabilité, celle d'un pays qui a confondu la maîtrise technique avec l'isolement stratégique. Le sommet de 1993 n'est plus qu'une ligne de statistiques dans les mémoires de Polytechnique. Le 30 juin 2012 a marqué la fin de la matière. Mais avant de conclure cette histoire, il nous reste à explorer le legs le plus spectaculaire et le plus ironique du Minitel. Comment ces erreurs ont permis à une poignée d'hommes de bâtir le web de demain, et pourquoi, 10 ans après sa mort, la France cherche désespérément à réinventer ce qu'elle a laissé mourir dans une benne de recyclage de l'Auvergne. Car l'Empire oublié n'est peut-être pas aussi mort qu'on veut bien nous le dire. Les ombres du 3615 hantent encore nos smartphones, et le silence des serveurs du sentier est le bruit de fond de notre souveraineté perdue. Si vous vous rendez aujourd'hui aux 8 rue de la Ville-l'Évêque, dans le 8e arrondissement de Paris, vous ferez face à un immeuble moderne, siège social du groupe Iliad. Derrière ces vitres se cache l'homme qui a peut-être le mieux compris la leçon de l'Empire oublié. Xavier Niel, jadis jeune prodige des messageries roses du 3615, dirige aujourd'hui un empire des télécommunications qui s'étend de l'Italie à la Pologne. Le succès de Free, avec ses offres de rupture et son culte de l'innovation, est l'enfant direct, presque parricide, du Minitel. C'est l'ironie finale de cette histoire. L'argent accumulé par les pionniers de la télématique sulfureuse a servi à financer le réseau qui allait achever de détruire le monopole d'État. Le Minitel est mort physiquement le 30 juin 2012, mais son ADN, mélange d'audace commerciale et d'interactivité brutale, irrigue encore chaque fibre optique qui traverse le pays. C'est le dernier acte d'une tragédie industrielle où la France a tout inventé, tout maîtrisé, pour finalement se résoudre à n'être qu'une province d'un empire dont elle n'a plus les clés. Le legs du Minitel ne se trouve pas dans les musées, mais dans les habitudes invisibles des Français.
Si la France a longtemps été l'un des pays leaders de l'e-commerce avec vente privée ou Oscaro, c'est parce que sa population était déjà pré-câblée. En 1995, quand un New-Yorkais craignait encore de donner son numéro de carte bancaire à un site web, la ménagère de Limoges commandait déjà son lave-linge sur le 3615, la Redoute, avec une confiance absolue. Le Minitel a été l'école primaire du numérique français. Il nous a appris à taper sur un clavier, à naviguer dans des arborescences et à payer pour du service immatériel. Mais cette avance culturelle a été gâchée par une paralysie stratégique au sommet. On a formé les meilleurs élèves du monde, mais on a refusé de construire l'université pour les accueillir, les laissant s'exiler vers les campus de la Silicon Valley. La chute de l'empire télématique a laissé un vide que les gouvernements successifs tentent désespérément de combler depuis 10 ans sous le nom de souveraineté numérique. On a lancé des projets de cloud souverain comme Numergy ou CloudWatt, injectant des centaines de millions d'euros d'argent public pour essayer de recréer une infrastructure nationale protégée. Tous ont échoué, un par un. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenté de copier le modèle centralisé et administratif du Minitel dans un monde qui ne jure que par l'ouverture et l'agilité. On a gardé le réflexe du ministère des PTT, alors que le monde est passé à l'ère des écosystèmes globaux. Le Minitel était une réussite parce qu'il était une infrastructure d'État au service d'un usage populaire. Ses successeurs n'ont été que des structures administratives au service d'une peur technologique. Pendant ce temps, à Saint-Denis ou à Aubervilliers, les anciens terminaux beiges ressurgissent parfois au détour de travaux de terrassement. Les archéologues du futur s'étonneront peut-être de trouver ces boîtes en plastique au milieu des strates du XXe siècle. Ils y verront l'équivalent numérique des amphores romaines. Des objets standardisés, produits par millions pour transporter de la valeur d'un point à un autre d'un empire centralisé. Mais ils ne pourront pas deviner la chaleur humaine qui habitait ces écrans. Ils ne verront pas les larmes d'un lycéen découvrant ses résultats du bac, le stress d'un petit commerçant vérifiant ses factures, ou les solitudes qui se rejoignaient la nuit sur les serveurs de messagerie anonyme. Le Minitel n'était pas qu'une machine. C'était un contrat social passé entre la technique et le quotidien. L'ambiance dans les usines de la radiotechnique ou d'Alcatel, qui ont jadis fait vibrer Suresnes ou Strasbourg, est aujourd'hui celle des zones d'activité tertiaire. On y gère des flux, on y entrepose des serveurs étrangers, on y optimise des rendements financiers. Le savoir-faire ouvrier de l'électronique grand public française a été méthodiquement liquidé. On ne fabrique plus d'écrans en France, on ne moule plus de coques beiges, on ne conçoit plus de cartes mères pour des terminaux nationaux. La disparition du Minitel a marqué le dernier chapitre de l'indépendance manufacturière numérique de la France. Nous sommes devenus des consommateurs experts de puces japonaises, de logiciels américains et de plastique chinois. La marque Orange elle-même, avec son nom anglo-saxon et son identité fluide, est le linceul de l'ancienne Direction générale des télécommunications. L'historien de l'industrie résumera cette période comme la grande déconnexion. Non pas celle des usagers, qui n'ont jamais été aussi connectés, mais celle du pays avec son propre génie. On a tué le Minitel parce qu'il était une anomalie, sans comprendre que l'anomalie était notre seule force. En rentrant dans le rang du web mondial, la France a gagné en accès ce qu'elle a perdu en influence. Le 3615 était un isolat, certes, mais c'était un isolat où nous fixions les règles. Aujourd'hui, nous subissons celles des algorithmes de Menlo Park ou de Mountain View. Le silence des serveurs Transpac, qui se sont tus cette nuit de juin 2012, est le bruit de fond d'une abdication que personne n'a osé nommer par son nom. À midi, à la cantine de la station F, le gigantesque incubateur de start-up créé par Xavier Niel dans la halle Fraissinet, on parle anglais, on rêve de licorne et on ignore tout du vidéotex. Les jeunes entrepreneurs qui y travaillent sont les petits-fils spirituels de Gérard Terry. Mais ils n'ont plus d'ancrage dans le sol national. Leur succès est celui du logiciel, pas celui de la machine. Ils sont les héritiers d'un empire dont les fondations physiques ont été broyées par les bennes de recyclage. C'est peut-être là que réside la mélancolie la plus profonde, dans cette réussite qui se construit sur l'oubli total de ce qui l'a rendu possible. On ne pose pas de plaque pour une boîte beige, on n'écrit pas de poème pour un annuaire électronique.
Pourtant, si vous descendez dans le sous-sol d'une vieille maison de campagne française, vous en trouverez peut-être un Minitel 1B caché sous une couverture, avec son cordon de prise téléphone en forme de T. Si vous le branchez, vous n'entendrez rien, pas même la tonalité. L'écran restera noir, ou affichera un connexion interrompue qui semble s'adresser à toute une époque. Cette petite machine, avec sa coque en plastique qui a résisté à 30 ans de poussière, est le dernier témoin d'une France qui n'avait pas peur d'être différente. Elle est le souvenir d'un temps où nous n'étions pas des utilisateurs traqués par des cookies, mais des citoyens connectés par un service public. L'empire du Minitel, bâti par des ingénieurs en blouse grise et des ministres en costume sombre, s'est évaporé dans le ciel du web. Les 14 millions de machines de motobécane sont devenues des sacs de luxe. Les 7 millions de vélos Solex sont devenus des terrains de sport. Et les 9 millions de Minitel sont devenus de la poussière de plomb et du plastique recyclé. Le plus grand empire numérique mondial a disparu du paysage français comme on éteint une lampe dans une pièce vide. La France a choisi la lenteur du déclin, plutôt que la violence de la métamorphose. Elle a gardé son annuaire jusqu'au bout, comme on garde un vieux doudou, avant de réaliser qu'elle était la seule à encore dormir, alors que le jour était levé depuis longtemps. Aujourd'hui, partout en France, dans les centres de gestion silencieux et les agences Orange anonymes, l'ombre de la petite boîte beige plane encore. Elle nous rappelle que l'innovation sans vision stratégique est un piège, et que la gloire d'hier est souvent le boulet de demain. Le sommet de 1993 n'était pas une montagne, c'était une digue, et la mer a fini par passer par-dessus. Le Minitel est mort, mais son silence nous hurle une vérité que nous refusons toujours d'entendre. Dans la guerre mondiale de la donnée, celui qui possède la machine possède les âmes, et celui qui abandonne la machine finit par n'être que le locataire de sa propre vie. La petite boîte beige s'est éteinte, et avec elle, une certaine idée de la liberté, celle qui consistait à pouvoir dire non au monde entier, en tapant simplement un code à 4 chiffres sur un clavier qui cliquette dans la nuit.